On va parler dans cette capsule d'acide et de base. La Nouvelle-Calédonie présente des sols qui sont extrêmement différents. Sur cette carte en rose, on a représenté des sols qui s'appellent des sols ultra-basiques. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que ce terme ultra-basique? On essaiera d'y répondre plus tard. Alors, notamment ici près de Koné, il y a un massif qui s'appelle le massif de Konyambo, qui présente des sols qui sont extrêmement différents des sols habituels sur lesquels on peut faire par exemple de la culture. Tout d'abord ici on a une indication de pH, de 7 à 9 pour notre maquis minier de Konyambo, et de 6 à 7 pour le sol continental. On peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pH? On essaiera d'y répondre là aussi un petit peu plus tard. Et puis ici on a la teneur en certains éléments chimiques, et on retrouve l'azote, le phosphore, le potassium, qui sont des éléments chimiques indispensables pour la croissance des plantes, et on s'aperçoit qu'il y en a très peu par rapport à un sol normal, un sol fertile. Et au contraire, on s'aperçoit qu'on a des quantités de fer, de nickel, de chrome, de cobalt, de manganèse qui sont très importantes par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Alors ça fait des conditions de croissance des plantes qui sont extrêmement difficiles, parce que le potassium, le phosphore, l'azote sont très déficitaires, alors que le chrome, le manganèse, le cobalt et le nickel sont excédentaires, et eux sont toxiques pour la croissance des plantes. Donc on a sur ces zones des plantes qui se sont adaptées, et on a une végétation qui est extrêmement particulière, extrêmement spécifique. D'ailleurs, pour la plupart de ces plantes, ce sont des plantes endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Une de ces plantes endémiques, donc qui ne pousse qu'en Nouvelle-Calédonie, est la gourde du mineur. C'est un petit arbuste, et à l'extrémité des feuilles de cet arbuste, il y a une excroissance en forme d'urne qui est ouverte ici, dans laquelle les insectes vont pouvoir s'engouffrer, vont tomber, et vont être digérés par la plante. Alors la plante, dans ce cas-là, récupère l'azote qui était présent dans les insectes, et ça lui permet de compenser le manque d'azote dans le sol. Et dans cet article, on voit quelque chose d'à nouveau bizarre, le pH de liquide de l'urne est très acide, proche de 2. C'est ce qui lui permet de dissoudre les insectes qui vont tomber au fond. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pH? En Nouvelle-Calédonie, on a la chance aussi d'avoir un magnifique récif, et ce magnifique récif comprend notamment des coraux qui portent plein de couleurs différentes. Mais à certaines périodes, ces coraux perdent leur couleur. On parle de blanchissement des coraux, et le dernier épisode a eu lieu en 2016, où il y a eu une grande période où les coraux ont perdu leur couleur. Ce blanchissement du corail est lié au dérèglement climatique, à deux événements, l'augmentation de la température des eaux et l'acidification des eaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'acidification des eaux? C'est un terme qui décrit la baisse du pH des océans mondiaux. Et effectivement, à la surface des océans, on voit qu'il y a des diminutions de valeur de pH. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de pH? Acide, base, pH, on va essayer de définir tout ça. Tout d'abord, le pH d'une solution, c'est une grandeur, sans unité, qui est comprise entre 0 et 14, et qui indique si la solution est acide, auquel cas le pH est inférieur à 7, si la solution est neutre, auquel cas le pH est aux alentours de 7, ou si la solution est basique, auquel cas le pH est supérieur à 7. Pour mesurer le pH d'une solution, on peut utiliser du papier pH. C'est une bandelette de papier sur laquelle on va déposer une goutte de solution, et la couleur obtenue, comparée à la couleur du nuancier, va nous donner la valeur du pH. Par exemple, est-ce que vous sauriez déterminer le pH de la solution A et le pH de la solution B? Vous pouvez mettre la vidéo en pause. La solution A a un pH de 10, parce que la couleur du papier et la couleur du nuancier ici à 10 correspondent. Et la solution B a un pH aux alentours de 4. Comment est-ce qu'on peut réaliser du papier pH?
C'est assez simple, parce qu'il existe dans la nature des colorants végétaux, dont la couleur dépend du pH. Par exemple, si on prend du chou rouge, et qu'on fait une espèce de soupe de chou rouge, eh bien, le liquide qu'on obtient va changer de couleur en fonction du pH. Et on obtient toute une gamme de teintes. Pour faire du papier pH, c'est simple, il suffirait de prendre cet échantillon de chou rouge, de le déposer sur du papier filtre, par exemple, ou filtre à café, de le laisser sécher, et on mettrait une goutte d'une solution sur notre papier, on pourrait retrouver le pH de la solution. Plus simple que le papier pH, on peut utiliser un pH mètre. L'utilisation est très simple, il faut rincer l'extrémité de la sonde avec de l'eau, la tremper dans la solution et lire la valeur qui est indiquée. Alors sur ces pH mètres, on a une valeur qui est extrêmement précise, qui peut être indiquée, il faut un peu se méfier, parce que pour que réellement cette valeur soit extrêmement précise, il faut procéder à un étalonnage de l'appareil, qui n'est pas toujours bien fait. On peut faire une séance de TP dans laquelle on va mesurer des pH avec un papier ou un pH mètre sur des solutions de notre environnement, du jus de citron, de l'eau gazeuse, du vinaigre, etc. Et on pourra déterminer si ces solutions sont plutôt acides, ou plutôt neutres, ou plutôt basiques. Autre séance de TP qu'on peut imaginer, l'homme modifie le pH de son environnement. Par exemple, les pluies acides sont des pluies qu'on obtient dans les pays industrialisés. Les pluies, lorsqu'elles tombent, rencontrent dans l'atmosphère les polluants qui ont été évacués par les usines, se chargent de ces polluants, deviennent acides et brûlent la végétation au sol. On peut aussi regarder ce qui se passe lors de l'acidification des eaux des océans, en montrant que la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau provoque sa diminution de pH. On peut aussi s'intéresser à l'acidification des sols, où on peut montrer qu'un peu d'engrais déposé dans un peu d'eau va faire baisser son pH. Attention, les solutions très acides ou très basiques sont très dangereuses. Elles sont corrosives. Elles peuvent provoquer des graves brûlures sur la peau, au niveau des yeux. Il faut donc conserver sous clé et hors de la portée des enfants ces produits, porter des vêtements de protection quand on les utilise, porter des gants et des lunettes de protection. Alors on pourrait penser que ces mesures-là ne sont utilisées que dans les laboratoires. C'est faux, parce que chez nous, on a très souvent des produits qui sont extrêmement dangereux. Par exemple, de l'acide chlorhydrique pour décaper les peintures. Par exemple, de la soude, qui est une base très forte pour déboucher les canalisations. Et attention aussi aux batteries, qui peuvent traîner par-ci par-là, qui contiennent un acide extrêmement puissant. Pour rendre un acide ou une base moins dangereuse, on peut le diluer. La dilution consiste à ajouter de l'eau à une solution. Par exemple, on a ici une solution concentrée d'acide, on va rajouter de l'eau, et on a une solution qui est moins concentrée, qu'on appelle la solution diluée, et donc moins dangereuse. Idée de TP. Que devient le pH lors de la dilution d'une solution acide? Faites une hypothèse, proposez un protocole expérimental, faites la manipulation et concluez. On pourrait se poser la même question dans le cas d'une solution basique. Si on fait cette séance de TP, on s'aperçoit que dans les deux cas, le pH se rapproche de 7. C'est-à-dire que lorsqu'on dilue une solution acide, le pH augmente, et inversement, lorsqu'on va diluer une solution basique, le pH va diminuer. Illustration des dangers des acides et des bases. On peut regarder l'action de l'acide sulfurique concentré sur un sucre. C'est une expérience que le professeur fera tout seul. On peut aussi regarder l'action du vinaigre sur la coquille d'œuf. Acide ou base, c'est une histoire d'ion, on arrive au niveau 4e. Vous vous souvenez qu'on avait dit précédemment qu'un atome peut gagner une ou plusieurs charges électriques, positives ou négatives, c'est ce qu'on appelle un ion monoatomique. Par exemple, Na+, Ce2+, Cl- sont des ions monoatomiques. Des associations d'atomes peuvent gagner aussi une ou plusieurs charges électriques, il s'agit alors d'ions polyatomiques.
Par exemple, on a ici l'ion nitrate NO3-. On va faire connaissance avec deux ions dont il faut que vous reteniez le nom et la formule. Le premier, c'est un ion monoatomique, c'est l'ion hydrogène H+. C'est en fait un atome d'hydrogène qui a gagné une charge positive. En réalité, cet atome d'hydrogène, il a perdu un électron. Et puis l'autre ion s'appelle l'ion hydroxyde HO-. C'est un atome d'hydrogène, un atome d'oxygène qui porte une charge négative. L'ion hydrogène H+, et l'ion hydroxyde HO-, il faudra se souvenir d'eux. Il faudra se souvenir d'eux parce qu'une solution neutre contient autant d'ion hydrogène H+, que d'ion hydroxyde HO-. Donc on a sensiblement le même nombre de H+, que d'HO-. Une solution acide contient plus d'ion hydrogène H+, que d'ion hydroxyde HO-. Donc une solution acide, c'est une solution qui contient beaucoup d'ion H+. Inversement, une solution basique, c'est une solution qui contient moins d'ion hydrogène que d'ion hydroxyde, et cette solution, elle contient beaucoup, donc, d'ion HO-. On peut montrer qu'une solution acide contient l'élément hydrogène sous forme H+. On peut faire agir de l'acide chlorhydrique sur la paille de fer, on a une effervescence, on peut présenter une allumette, on obtient un petit POC caractéristique du dihydrogène. Donc on a produit du dihydrogène, et l'élément chimique hydrogène, il provient de l'élément chimique des ions H+. On peut aller plus loin en faisant de la gravure à l'eau forte. En fait, c'est l'artiste qui couvre une plaque métallique avec de la cire, par exemple de la cire d'abeille. Avec des plumes métalliques, il dessine dans la cire et met le métal à nu. Il fait ensuite agir un acide sur la plaque. À l'endroit où la cire ne protège pas le métal est attaqué. Donc il creuse le métal. L'artiste passe de l'encre au rouleau, il plaque une feuille de papier contre la plaque qui a été ancrée et il obtient l'impression qu'il peut multiplier. On peut essayer de faire ça d'une façon beaucoup plus simple, avec un petit bout de métal et un petit peu de bougie. Les transformations chimiques mettant en jeu les acides et les bases, on arrive au niveau 3e. Évidemment, les transformations chimiques qui mettent en jeu une solution acide, eh bien pour celle-là, H+ est un des réactifs, puisqu'une solution acide, c'est une solution qui contient beaucoup d'ions H+. Les transformations chimiques qui mettent en jeu une solution basique, eh bien pour celle-là, HO-, l'ion hydroxyde, est un des réactifs, puisque les solutions basiques contiennent beaucoup d'HO-. Les transformations chimiques qui mettent en jeu une solution basique et une solution acide, eh bien HO- de la solution basique et H+ de la solution acide seront forcément un exemple de transformation chimique qui met en jeu une solution acide, c'est l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer. On dispose d'une solution d'acide chlorhydrique, on demande de mesurer son pH, et donc de montrer qu'elle contient des ions hydrogène H+. À l'aide du petit tableau qui est ici, on vous demande de montrer que la solution d'acide chlorhydrique contient aussi des ions chlorure. On vous demande de faire agir la solution d'acide chlorhydrique sur le fer et de montrer que du dihydrogène est produit. On demande de montrer qu'à la fin de la transformation, il reste encore des ions chlorure. Autrement dit, les ions chlorure sont-ils des réactifs, des produits, ou sont-ils des simples spectateurs de la transformation? On demande de mesurer le pH à la fin de la transformation et d'expliquer pourquoi on peut affirmer que les ions H+ sont des réactifs. Et enfin, quand la transformation est terminée, on peut ajouter quelques gouttes de soude, et à l'aide du tableau précédent, eh bien, vous devez obtenir une indication sur un des produits de cette transformation. Une fois que vous avez toutes ces informations, on vous demande d'écrire l'équation de la transformation. Les réactifs de la réaction sont le fer et les ions hydrogène. Les produits de cette transformation sont le dihydrogène, H2, et les ions Fe2+. Qu'est-ce que ça donne du point de vue atomique? Alors, excusez-moi, les ions chlorure, Cl-, on les a pas représentés, parce qu'ils sont spectateurs, donc ils n'apparaissent pas dans l'équation.
qu'est-ce que ça donne du point de vue atomique? Eh bien ici on a un atome de fer, qu'on retrouve ici sous forme d'anion Fe2+. Ici on a un atome d'hydrogène sous forme d'ion H+, et ici on a notre molécule de dihydrogène. Vous voyez bien que il y a un petit problème, on n'a pas écrit une équation de réaction chimique parce qu'on ne prouve pas qu'il y a conservation des éléments chimiques. Au contraire, on montre qu'au départ on a un hydrogène et qu'on en a deux à la fin. Donc ce qu'on a écrit, ce n'est pas l'équation d'une réaction chimique. Comment faire pour s'en sortir? Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu qu'il va suffire d'ajouter un deuxième ion H+, pour retrouver de chaque côté de l'équation deux atomes d'hydrogène et un atome de fer. Voici l'équation de cette réaction. Petite surprise, c'est que si on s'intéresse maintenant aux charges, maintenant qu'on a notre équation, on s'aperçoit que du côté des produits, j'ai deux charges positives, et du côté des réactifs, j'ai aussi deux charges positives. Eh bien, une équation de transformation chimique, ça prouve la conservation des éléments chimiques, des atomes, mais ça prouve aussi la conservation des charges électriques. Avant, j'ai deux charges positives, après, je retrouve deux charges positives. Un autre exemple de transformation chimique qui met en jeu une solution acide. Une des étapes d'extraction du nickel consiste à faire agir de l'acide sulfurique concentré à 250 degrés et à une très grande pression. Inutile de vous dire que c'est extrêmement dangereux. On obtient alors des ions Ni2+, qui sont solubles et donc on va pouvoir extraire du minerai. Essayez d'écrire l'équation de cette transformation chimique. Vous pouvez mettre la vidéo en veille ou en pause pour écrire cette équation. Voilà, elle n'est pas très compliquée à trouver. 2H+, plus Ni vont donner H2 plus Ni2+. On retrouve bien deux atomes d'hydrogène de chaque côté, un atome de nickel de chaque côté, et on retrouve deux charges positives de chaque côté. C'est bien une équation de transformation chimique. Enfin, un exemple de transformation chimique qui met en jeu une solution acide et une solution basique. L'extraction du nickel produit des nombreux déchets. On peut notamment produire des solutions très acides qu'on ne peut pas rejeter directement dans la nature parce qu'elles sont justement trop acides. On vous demande de proposer une méthode pour neutraliser, c'est-à-dire pour rendre neutre la solution acide et pouvoir la rejeter dans les milieux naturels. Alors, il y a plusieurs méthodes possibles. On vous demande d'imaginer une méthode qui serait la plus simple. Vous pouvez vous mettre sur pause et réfléchir avant de répondre. Vous proposez de mélanger cette solution acide avec une solution basique. Ouais, c'est une bonne idée, il y en a d'autres, mais celle-là est une bonne idée. Pour essayer de vérifier ça, on va vous fournir du matériel, deux béchers, une solution acide, une solution basique, une pipette souple et un pH-mètre. On vous demande de placer un peu de la solution acide dans un bécher, d'ajouter goutte à goutte la solution basique jusqu'à obtenir une solution neutre. Attention, ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Une fois que vous avez fait cette manipulation, on vous demande d'écrire l'équation de cette transformation chimique. On vous donne un indice. Eh bien, cette transformation produit de l'eau. Vous pouvez vous mettre sur pause, réfléchir et fournir l'équation de cette transformation chimique. Les réactifs sont les ions hydrogène H+, qui sont amenés par la solution acide, et les ions hydroxyde H- qui sont amenés par la solution basique. Le produit, c'est l'eau, donc eh bien H+, plus H- donne H2O. Et on voit bien qu'on a écrit ici directement l'équation bilan, parce qu'on a conservation des atomes, 1, 2 et 1, 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène de chaque côté, et du point de vue des charges, eh bien, du côté des réactifs, on a une charge positive, une charge négative qui se neutralisent, donc c'est globalement neutre du point de vue électrique,
Et puis du côté des produits, on n'a pas de charge, donc c'est neutre également. Voilà, on va terminer cette vidéo avec un petit exercice. Est-ce que vous sauriez ajuster les coefficients de ces équations chimiques? Vous pouvez vous mettre sur pause pour y répondre tranquillement, et ensuite consulter la réponse. La première est plus facile, la deuxième est quand même un petit peu plus compliquée. Voilà les solutions. Il suffit ici de mettre 2H+, pour produire, avec le magnésium, des ions Mg2+, et du dihydrogène. Ici c'est un petit peu plus compliqué. Il faut ici mettre 2 aluminium pour récupérer 2 aluminium 3+, de façon à récupérer ici 6 charges positives sous forme de 6H+. Parce que sinon, on ne peut pas produire ici le nombre correspondant d'H2. On expliquera ça en cours. Merci.